Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République est en Turquie depuis mercredi. C'est dans le cadre d'une visite officielle. Le chef de l'État a pris part hier au Forum d'affaires ivoiro-turc à Istanbul. La rencontre vise à rapprocher les hommes d'affaires de Côte d'Ivoire et de Turquie pour des partenariats. Les entreprises turques exportent 90% de produits manufacturés. Elles sont les deuxièmes à le faire en Afrique après la Chine. Ces entreprises ont investi plus de 294 milliards de francs CFA dans 104 pays du continent. Et ce plébiscite à l'Assemblée nationale, exploit réalisé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Il a obtenu l'adoption du projet de loi de modification du code électoral. Il était face aux députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Léon Brou. Triomphe du projet de modification du code électoral à l'hémicycle ce vendredi après 4 heures d'échange entre la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Un plébiscite, résultat des innovations proposées par ce projet de nouveau code électoral, arrêt de la publication de la liste définitive des candidats ou plus tard 45 jours avant le premier tour du scrutin présidentiel contre 15 jours auparavant, fixation du délai de transmission par la CEI des procès-verbaux des résultats au Conseil constitutionnel à 3 jours après la proclamation des résultats et non plus 3 jours suivant le scrutin. Au total, explique l'émissaire du gouvernement, des ajustements en 17 articles nouveaux pour préserver les acquis de sortie de crise, mais aussi pour réunir les conditions d'élection consensuelle, ouverte, inclusive et apaisée en cette année 2015. Et le gouvernement en a confiance, toujours selon le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Toutes les forces vives de la nation sont unanimes sur le nouveau code électoral. Au sein de la commission électorale indépendante, où sont représentés les partis politiques, la société civile, il y a eu un séminaire à Bassam où pendant 3 jours, ils ont fait le bilan du processus électoral. Il y avait des acquis. Et donc nous avons proposé, et les députés l'ont adopté, que ces acquis soient intégrés dans le corpus du code électoral. Également, ils ont proposé de nouveaux délais. Parce qu'au vu de l'expérience, de la pratique sur le terrain, certains délais n'étaient pas tenables. On a mieux défini certaines notions pour éviter des conflits d'interprétation. Sont concernés par le nouveau code électoral aussi bien l'élection présidentielle que les législatives, municipales et régionales. Il sera soumis au vote de l'ensemble des députés le 2 avril prochain pour son entrée en vigueur. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a visité hier 3 chantiers d'infrastructures de santé. Il s'agit du nouvel hôpital Saint-Jean-Baptiste de Tia-Salé-Bodo, les urgences du CHU de Cocody et l'hôpital général d'Angré. Le chef du gouvernement était allé se rendre compte de l'avancée des travaux. Il souhaite que ces établissements soient rapidement disponibles. Christelle Menon. Marathon santé ce 27 mars pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. À ses côtés, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Kofi Goudou. 3 chantiers hospitaliers passés au crible, le nouvel hôpital Saint-Jean-Baptiste de Tia-Salé-Bodo, les urgences du CHU de Cocody et l'hôpital général d'Angré. Le président de la République a demandé que la mise en place de la CMU, la couverture maladie universelle, se fasse. Et pour que ça puisse être opérationnel, il faut que les centres de santé, de manière globale, puissent être opérationnels. Donc avec Madame le ministre, nous avons décidé de voir un peu comment avance un certain nombre de travaux, de manière à s'assurer que dans des délais qui pourront donc être convenus, on puisse terminer donc ces grands chantiers qui vont aider les populations donc à se faire soigner dans de bonnes conditions. Première étape de cette visite, l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Tia-Salé-Bodo. Géré par l'Ordre de Malte avec du personnel à moitié issu du public, c'est un établissement privé confessionnel qui couvrira une région de plus de 250 000 habitants. D'une valeur de 5,4 milliards de francs CFA, il dispensera des soins en médecine générale, gynécologie obstétrique, pédiatrie et chirurgie. Un service d'urgence médico-chirurgicale permettra aussi de prendre en charge plus rapidement les victimes d'accidents de la route de cette zone. Deuxième étape de ce parcours santé, les urgences du CHU de Cocody à Abidjan. Le Premier ministre s'est informé de l'avancée des travaux de réhabilitation et de rééquipement. Près de 4 milliards investis sur une nouvelle surface totale de 2700 mètres carrés et une capacité en lit de 90 au lieu de 30 avant la réhabilitation.
À l'hôpital général d'Angré, dernière étape de la visite, le taux d'exécution des travaux est de 95%. L'établissement couvre 100 hectares et aura coûté 7 milliards en travaux et près de 10 milliards de francs CFA en équipement. La politique, c'est de faire en sorte que nos différents CHU soient désengorgés, mais pour cela, il faut mettre en place des infrastructures sanitaires capables de recevoir donc certaines urgences qui ne sont pas des urgences spécifiques, qui ne nécessitent pas qu'on les envoie particulièrement dans les CHU. De nouvelles structures sanitaires et une réhabilité qui viennent augmenter les capacités d'accueil et la qualité des soins du système sanitaire ivoirien. Les dates de livraison de ces établissements se situent entre fin avril et fin juillet 2015. À la demande du chef de l'État, plus de 67 milliards de francs CFA ont été investis pour le développement du Denguélé et du Woroba, une action qui s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations de ces districts. Mamadou Kwasi. 67 milliards de francs CFA investis par le président de la République dans les districts du Denguélé et du Woroba, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Les collectivités du nord-ouest et du centre-ouest de la Côte d'Ivoire qui auront dans quelques mois de visages reluisants. Ces investissements s'inscrivent dans plusieurs domaines. Il s'agit des travaux dans le secteur de l'éducation, de la santé, de l'eau, de l'électricité, des infrastructures routières et de la remise en état des édifices préfectoraux. Des réalisations qui viendront renforcer les 22 milliards de francs CFA déjà engagés depuis 2011. En termes d'infrastructures, il y a les routes en terre, il y a le bitumage. Et puis il y a les ouvrages. Les ouvrages, c'est ce que vous appelez les ponts. Le deuxième point, c'est l'eau. L'eau, c'est les forages, c'est les châteaux, c'est les extensions de réseaux dans les villages. Troisième volet, l'électricité. L'électricité, ça concerne donc l'électrification rurale des villages. Les extensions de réseaux dans les différents départements. Le corps préfectoral s'est dit heureux de ces travaux, qui représentent d'énormes avantages pour ses circonscriptions et pour ses administrés. Nous sommes pour le développement et nous sommes des acteurs de développement. Donc si le PPI a eu l'idée de s'appuyer sur le corps préfectoral, c'est pour qu'on lui remonte les vraies aspirations des populations. Comme je connais plus ou moins ce que chaque entreprise doit faire et le temps qui lui a été imparti, moi j'appelle l'entreprise et chaque semaine elle vient me rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Les populations se disent satisfaites de la métamorphose de leur localité qui souffrait depuis des décennies d'un manque d'infrastructures. Nous sommes contents, on est heureux. On est heureux de voir les emparer. Vraiment, ce que le travail qu'ils ont fait, le travail est très bien. On va au bord de la route, tas de poussière. Merci, grâce à lui, aujourd'hui, on est très contents de tout le cadre chez nous à Sénégal. Ces deux districts, avec leurs régions, à savoir le Kabadougou, le Folon, le Bafing, le Horodougou et le Béré, constituent les prochaines étapes de la visite d'État. Mais avant cette visite, les équipes techniques vont sillonner tous les chantiers afin de s'assurer de la bonne exécution des travaux. Pourquoi les réseaux routiers sont-ils fréquemment dégradés en Côte d'Ivoire? La question a été évoquée lors d'une rencontre, sera évoquée lors d'une rencontre prévue à Yamoussoukro. Adama Kone situe les enjeux de ce conclave. Comment résoudre la problématique de la durabilité des routes? Et que faut-il faire pour mieux dimensionner les chaussées? Ces préoccupations sont au cœur d'un séminaire organisé par le Bureau national d'études techniques et de développement BNET les 31 mars et 1er avril prochains à Yamoussoukro. Il s'agira au cours de cette rencontre d'identifier les problèmes qui se posent à la gestion de la route en Côte d'Ivoire et de proposer des solutions. En Côte d'Ivoire et en Afrique, le poids à l'essieu n'est pas respecté, c'est-à-dire qu'il y a des surcharges, ce qui contribue donc à une dégradation beaucoup plus rapide. Donc les conceptions qui sont mises en œuvre par nos structures, nous voulons passer en revue cela pour voir comment est-ce que ces données de trafic et ces données de changement climatique interviennent dans le dimensionnement des chaussées. La Côte d'Ivoire ayant une longue expérience en matière de construction de routes, le directeur général du BNET fonde un grand espoir sur la réunion de Yamoussoukro. Nous attendons des experts qui viennent d'ailleurs. Quelles sont les méthodes, quels sont les voies et moyens de mise en œuvre et d'entretien de ces routes pour que la durée de vie, on ait des routes durables, des routes de qualité avec des matériaux performants.
Ce séminaire, placé sous la présidence du ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, verra la participation d'opérateurs économiques ivoiriens et d'experts internationaux venant de 14 pays d'Afrique et d'Europe. Les femmes du ministère de la Communication ont été honorées. Cette célébration s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Les femmes du ministère de la Communication ont pu à cette occasion se réjouir. Elles ont également fait le point de leurs acquis. C'était en présence de leur ministre Afoussiata Bamba-Lamine. Patricia Omoetia. Ambiance festive à l'occasion de la célébration officielle des femmes du ministère de la Communication. Une célébration qui intervient dans le prolongement de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars dernier. Un hommage à ces femmes qui œuvrent et tracent silencieusement leur parcours. Concernant nous les femmes ivoiriennes, on note des avancées notables dans notre pays, comme l'atteste notre présence dans tous les secteurs d'activité. Mieux, nous sommes aujourd'hui majoritaires dans certains secteurs agricoles et commerciaux et je dirais que la femme représente la majorité de la population en Côte d'Ivoire. Sacrifice, fidélité et engagement sont autant de qualités prônées ici par la représentante des femmes du ministère à l'endroit de la ministre de la Communication. À son tour, elle encourage et félicite Afoussiata Bamba-Lamine qui, selon elle, ne ménage aucun effort au quotidien pour leur mieux-être au sein du ministère. Occasion pour les femmes de faire le bilan des acquis. C'est pour nous un honneur qu'un moment spécial soit accordé aux femmes pour pouvoir parler de nos problèmes et aussi parler des avancées qu'ont connues les femmes depuis que le monde a reconnu leurs valeurs. La célébration officielle des femmes du ministère de la Communication marque le début d'une série d'activités, notamment des conférences et des plateformes d'échange. À l'étranger, l'enquête pour déterminer le crash de l'Airbus A320 se poursuit en Allemagne. La petite amie du copilote soupçonné d'avoir provoqué l'accident a été entendue et 3 enquêteurs français se rendent sur place. L'hypothèse d'un suicide du copilote de l'Airbus A320 a été évoquée. Il apparaît que ce dernier aurait souffert d'une grave dépression. Les Nigérians sont appelés à voter aujourd'hui pour élire leur président de la République. Les 2 adversaires sont le président Goodluck Jonathan du Parti démocratique populaire et l'ancien chef de l'État Muhammadu Buhari du Congrès progressiste. Christelle Menon nous trace le portrait de ces 2 candidats. Ce 28 mars, Goodluck Jonathan et Muhammadu Buhari vont s'affronter dans les urnes. Un chrétien du Sud contre un musulman du Nord. Goodluck Jonathan, 57 ans, président actuel du Nigeria depuis mai 2010. Il tente donc une seconde fois de briguer un autre mandat cette année, critiqué au sein de la population nigériane ainsi qu'à l'étranger pour n'avoir pas pu arrêter l'avancée de Boko Haram. L'homme promet de garantir la sécurité au Nigeria s'il est réélu. Le plus important est de s'assurer que nous chassions Boko Haram hors du Nigeria et nous ne leur permettrons d'aller dans aucun autre pays. Muhammadu Buhari, 72 ans et ancien général. Il est le candidat malheureux des précédents scrutins de 2003, 2007 et 2011. Quand il dirigeait encore le Nigeria d'une main de fer dans les années 80, il s'était forgé une image d'incorruptible. Aujourd'hui encore, il fait de la lutte contre la corruption son principal argument de campagne. La corruption est devenue une véritable culture au Nigeria. Dès que nous serons investis au gouvernement, qui que ce soit qui abusera de la confiance sera appelé à rendre des comptes. Les 2 grands favoris de l'élection présidentielle nigériane du 28 mars ont signé ce 26 mars dernier un accord de paix. Objectif, empêcher les flambées de violence post-électorale entre les 2 camps. Le président sortant Goodluck Jonathan et Muhammadu Buhari, son rival, se sont engagés à respecter le résultat du scrutin. Et toujours à l'étranger, au Togo, le Conseil des ministres a décidé hier de reporter l'élection présidentielle. Le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen John Dramani Mahama, avait proposé mardi de repousser ce scrutin de 10 jours. Cette décision a été prise par le chef de l'État en collaboration avec l'ensemble du gouvernement pour aller dans le sens d'une élection paisible et transparente. En Somalie, les Chebabs ont revendiqué une nouvelle attaque meurtrière dans la capitale Mogadiscio, une attaque à la voiture piégée contre un hôtel. L'attentat a fait au moins 10 morts. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.